Aujourd'hui, on va parler d'un personnage historique souvent oublié des livres d'histoire. Son nom, Rabah al-Zubayr. Au XIXe siècle, alors que l'Europe se partage l'Afrique, cet homme a bâti un empire puissant au cœur du continent. Il est l'un des plus grands chefs de guerre de son temps. Mais son histoire est si complexe. Pour certains, c'est un héros de la résistance africaine. Pour d'autres, c'est un conquérant impitoyable. Son parcours nous aide à comprendre les dynamiques de pouvoir en Afrique, juste avant la colonisation totale. C'est une histoire fascinante qui mérite d'être racontée. Alors, pourquoi est-il si méconnu? C'est simple. L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Rabah a été vaincu par les Français. Sa défaite a permis à la France de consolider son empire colonial en Afrique centrale. Les récits coloniaux l'ont donc présenté comme un tyran sanguinaire pour justifier leur propre conquête. Cette image a longtemps dominé, mais aujourd'hui, les historiens réexaminent son rôle. Ils découvrent un stratège brillant et un leader charismatique. Il a marqué durablement la région du lac Tchad, une zone qui reste stratégique de nos jours. L'histoire de Rabah, c'est aussi celle d'une Afrique en pleine mutation. Ce n'était pas un continent figé, passif, qui attendait l'arrivée des Européens. C'était un espace traversé par de grands mouvements politiques, militaires et commerciaux. Des empires naissaient et mouraient. Rabah est le produit de cette époque. Il a su naviguer dans ce monde complexe pour se hisser au sommet. Son ambition était immense, unifier les peuples du Sahel sous sa bannière. Comprendre son parcours, c'est donc comprendre les forces qui façonnaient l'Afrique à cette période cruciale. Son héritage est donc double. D'un côté, il y a le souvenir d'un conquérant qui a soumis de nombreux peuples, comme ceux du royaume du Bornou. Ses méthodes étaient mais souvent brutales, basées sur des raids et la capture d'esclaves pour alimenter son armée et son économie. Mais de l'autre côté, il reste une figure majeure de la résistance à l'impérialisme européen. Il a été l'un des derniers grands souverains indépendants à défier la puissance coloniale française. Son histoire nous oblige à regarder au-delà des récits simplistes et à voir la complexité des figures historiques africaines. Rabah n'est pas né roi. Ses origines sont modestes. Il vient d'une famille arabisée du Soudan, une région qui faisait alors partie de l'Empire ottoman d'Égypte. Dans sa jeunesse, il s'engage dans l'armée égyptienne, mais il la quitte rapidement. Il rejoint alors les rangs d'un célèbre marchand d'esclaves et d'ivoire, Al-Zubayr Rahma Mansour. Rabah devient son lieutenant le plus fidèle. C'est là qu'il apprend l'art de la guerre. Il apprend à commander des hommes, à organiser des armées privées et à mener des raids éclairs. Il se forge une réputation de chef militaire redoutable dans les régions du Bahr el-Ghazal. Tout bascule quand son maître, Al-Zubayr, est arrêté et exilé par les autorités égyptiennes au Caire. Rabah se retrouve alors seul, à la tête d'une armée de plusieurs centaines de soldats bien entraînés et équipés de fusils modernes. Plutôt que de se soumettre, il choisit l'indépendance. Il refuse de déposer les armes. Avec ses hommes, il quitte le Soudan et se lance dans une longue marche vers l'ouest. C'est le début d'une incroyable épopée. Pendant plus de 10 ans, sa petite armée privée va traverser l'Afrique centrale, vivant de pillages et de conquêtes. Il cherche un territoire où fonder son propre royaume. Son objectif devient le royaume du Bornou, situé autour du lac Tchad. À la fin du XIXe siècle, cet ancien empire est très affaibli par des crises internes. Son armée est obsolète, équipée de lances et d'épées, tandis que les hommes de Rabah possèdent des fusils à répétition. C'est une supériorité technologique écrasante. Rabah voit une opportunité. En 1893, il attaque le Bornou. La bataille est rapide et décisive. L'armée du sultan est balayée. Rabah prend la capitale, Koukawa, qu'il pille et détruit. Il se proclame sultan du Bornou et fonde sa propre capitale, Dikoa. Une fois au pouvoir, Rabah n'est plus seulement un chef de guerre. Il devient un administrateur. Il doit gérer un vaste territoire. Pour cela, il réorganise complètement l'État. Il met en place une administration centralisée et efficace, basée sur un modèle militaire. Il nomme ses lieutenants les plus fidèles comme gouverneurs des provinces. Il instaure un système fiscal pour financer son armée. Il cherche à unifier son nouvel empire en imposant une loi stricte. Son règne est autoritaire, mais il parvient à ramener une forme de stabilité dans une région qui était en proie au chaos. L'empire de Rabah n'était pas un État comme les autres. C'était avant tout une machine de guerre. Son pouvoir reposait entièrement sur son armée, les Basingers. Ces soldats étaient des esclaves capturés lors de raids, puis formés et armés pour devenir des combattants d'élite.
Ils n'avaient aucune attache locale et leur loyauté allait entièrement à Rabat, qui les avait libérés de leurs conditions pour en faire des soldats. Cette armée était très mobile et disciplinée. Grâce à elle, Rabat pouvait contrôler un immense territoire qui s'étendait sur des parties du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et du Niger actuel. La stratégie militaire de Rabat était innovante pour la région. Il combinait la guerre de mouvement avec des raids rapides menés par sa cavalerie et la puissance de feu de son infanterie équipée de fusils européens. Il avait compris l'importance de la logistique. Il organisait des entrepôts d'armes et de nourriture pour soutenir ses campagnes. Il a aussi mis en place un réseau d'espions pour être informé des mouvements de ses ennemis. Ces tactiques lui ont permis de vaincre des armées beaucoup plus nombreuses mais moins bien organisées, comme celles des royaumes du Baguirmi et du Wadaï, ses principaux rivaux locaux. L'économie de son empire était aussi entièrement tournée vers la guerre. La principale source de revenus était le butin de guerre. Les raids permettèrent de capturer des esclaves, du bétail et de l'ivoire. Les esclaves étaient la ressource la plus précieuse. Certains étaient intégrés à son armée, tandis que d'autres étaient vendus sur les routes commerciales transsahariennes pour acheter des armes et des munitions. C'était un système brutal mais efficace, qui lui permettait de maintenir et d'équiper une armée permanente de plusieurs milliers d'hommes, une chose rare en Afrique centrale à cette époque. Cependant, ce système avait ses limites. Il reposait sur une expansion constante. Pour payer ses soldats et maintenir son pouvoir, Rabat devait sans cesse mener de nouvelles guerres et conquérir de nouveaux territoires. Son empire était donc en état de guerre permanent. Cette violence a provoqué la fuite de nombreuses populations et a déstabilisé toute la région du lac Tchad. Son règne, bien qu'organisé, a été marqué par la peur et la destruction pour beaucoup de peuples soumis. C'est cet empire, puissant mais fragile, que les colonisateurs français vont trouver sur leur chemin. À la fin des années 1890, les ambitions de Rabat se heurtent à une autre puissance expansionniste, la France. Les Français ont un projet, relier leurs colonies d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, à celles d'Afrique équatoriale, le Congo et d'Afrique du Nord, l'Algérie. Le lac Tchad est le point de jonction stratégique de ce projet. L'empire de Rabat est donc un obstacle majeur sur leur route. La confrontation devient inévitable. Pour les Français, Rabat est un sultan sanguinaire dont il faut se débarrasser pour pacifier la région. Pour Rabat, les Français sont de nouveaux envahisseurs qui menacent son indépendance. Le premier contact est violent. Rabat anéantit une petite mission d'exploration française, la mission Bretonnet, en 1899. Cet événement provoque une réaction forte à Paris. La France décide d'envoyer 3 colonnes militaires pour converger vers le lac Tchad et éliminer Rabat. C'est la mission Fourreau-Lamy, partie d'Alger, la mission Joaland-Meignier, venue du Sénégal, et la mission Gentil, remontant du Congo. La stratégie est claire, encercler et détruire l'armée de Rabat. C'est un déploiement de force sans précédent dans la région, montrant l'importance de l'enjeu pour l'empire colonial français. La bataille décisive a lieu le 22 avril 1900 à Kousséri, sur les bords du fleuve Chari, dans l'actuel Cameroun. Les forces françaises, commandées par le commandant Lamy, affrontent l'armée de Rabat. C'est un choc entre deux logiques militaires. Rabat a fortifié son camp, comptant sur la supériorité de ses fusiliers. Les Français, eux, misent sur leur artillerie pour briser ses défenses. La bataille est extrêmement violente. Les deux camps subissent de lourdes pertes. Le commandant Lamy est mortellement blessé. Mais Rabat est également tué au combat, en tentant une sortie pour échapper à l'encerclement. La mort de Rabat marque la fin de son empire. Privé de son chef charismatique, son armée se désintègre rapidement. La bataille de Kousséri est une victoire décisive pour la France. Elle lui permet de faire la jonction de ses colonies et de créer le territoire militaire du Tchad. La défaite de Rabat symbolise la fin d'une époque, celle des grands empires africains indépendants. Son histoire montre que la résistance à la colonisation a été féroce. Bien que vaincu, Rabat reste une figure importante de cette résistance. Son héritage complexe, entre conquérants et résistants, nous rappelle que l'histoire de la colonisation n'est pas une simple histoire de soumission, mais une histoire de conflit et de confrontation.